Vous savez désormais comment afficher un signal avec l'oscilloscope et régler l'affichage de sorte à en évaluer l'amplitude et la fréquence. Vous êtes prêt à passer à des options d'affichage et mesures plus avancées. Les boutons situés sur la partie droite de l'oscilloscope appartiennent à la zone trigger, servant à régler la synchronisation de l'oscilloscope de sorte à avoir un affichage stable du signal à l'écran. Lorsque vous manipulez le bouton Level, la flèche qui se trouve sur le droit de l'écran se déplace de haut en bas. La condition pour que le signal soit affiché de manière stable est que cette flèche pointe dans une direction qui rencontre le signal. Dans ce cas-ci, si on trace une droite rouge imaginaire, elle croise bien le signal et celui-ci est stable. Par contre, si on sort de cette zone, le signal deviendra instable ou disparaîtra de l'écran, car la droite rouge ne croise plus le signal. Notez qu'ici, les réglages de déclenchement se font par rapport au canal 1, car le signal observé est branché sur cette entrée. Dans le cas où vous observez deux signaux, il est possible de stabiliser l'affichage via le trigger relatif à l'une ou l'autre entrée. Pour cela, appuyez sur la touche Trig Menu et choisissez de faire le déclenchement sur CH2. Remarquez qu'ici le signal devient instable puisqu'il n'y a pas de signal sur le canal 2 sur lequel l'oscilloscope pourrait se synchroniser. Une synchronisation peut également être réalisée sur la tension d'alimentation de l'oscilloscope ou même sur un signal externe appliqué à la borne d'entrée TrigExt de notre oscilloscope. Dans la zone des boutons de menu, l'un des boutons est appelé cursor et permet de faire une mesure à un endroit donné de l'écran pointé par un ou deux curseurs. Une fois que vous avez appuyé sur ce bouton, vous remarquerez que les lumières à côté des molettes ici se sont allumées. Ceci signifie que ces boutons ont changé de fonction et servent maintenant à déplacer les curseurs. Sur l'écran, deux lignes horizontales sont apparues qui représentent deux curseurs destinés à faire des mesures de tension. Vous pouvez commander la position verticale de ces lignes à l'écran à l'aide de molettes. Vous remarquerez qu'en modifiant la hauteur d'un curseur, la valeur de la tension affichée ici est modifiée. Il s'agit de la valeur de la tension mesurée à la hauteur où se trouve le curseur. Ainsi, si on veut mesurer la tension la plus haute de ce signal, on place le curseur à cet endroit-ci et on lit sa valeur 2,5 volts. Ce qui correspond bien à 2 carreaux et demi lorsque l'échelle est de 1 volt par division. Plaçons l'autre curseur de manière à mesurer la tension la plus basse de ce signal. On observe une valeur de moins 2,5 volts, ce qui est logique puisque l'on a ici une sinusoïde d'amplitude 2,5 volts. Remarquez que la valeur lue ici, notée delta, donne l'écart de tension entre les deux curseurs. On observe, à peu de choses près, 5 volts, ce qui est bien l'écart entre un maximum à 2,5 volts et le minimum à moins 2,5 volts du signal affiché. Cet écart est l'écart de tension entre deux pics d'un signal, ce que l'on appelle en anglais la valeur peak-to-peak. Nous avons ici mesuré des valeurs sur les ordonnées, mais il est également possible de mesurer des valeurs d'abscisse. Pour cela, on change de mode en appuyant sur le bouton ici. Et on voit que l'écran affiche le mot temps et non plus le mot tension. Les curseurs affichés à l'écran deviennent maintenant les lignes verticales. Et il est également possible de les déplacer horizontalement grâce aux molettes. Sur l'écran sont donc affichés les deux temps correspondant aux deux curseurs, ainsi que l'écart entre les deux. Il est aussi possible de cette manière de mesurer l'écart entre deux temps et d'en déduire, par exemple, le déphasage entre deux signaux, ce que vous ferez au laboratoire. Toujours dans la zone menu, le bouton Measure permet, comme son nom l'indique, de fournir un ensemble de mesures. Lorsqu'on l'active, 5 champs apparaissent ici et il est possible dans chacun de ces champs d'afficher une mesure différente. Pour le premier champ, affichons par exemple la valeur peak-to-peak du signal. Pour cela,
on appuie sur le bouton correspondant au premier champ et on utilise le premier et le deuxième bouton pour sélectionner la mesure désirée par pression successive qui permettent de parcourir un menu cyclique. On voit que la valeur affichée dans le premier champ est bien la mesure désirée. Il est alors possible d'afficher d'autres mesures dans les 4 autres champs. Par exemple, ici, on affiche la valeur moyenne du signal dans le deuxième champ. L'oscilloscope est capable d'effectuer la transformée de Fourier d'un signal, c'est-à-dire de déterminer le spectre du signal comme vous l'avez vu au cours. Une fois calculé, il peut alors vous afficher le module du spectre ou norme spectrale. Pour cela, appuyez sur le bouton Mat Menu figurant ici. Vous aurez alors plusieurs options, comme par exemple la somme ou la différence des signaux provenant de 2 canaux. Appuyez sur le bouton du premier champ jusqu'à obtenir la mention FFT, ce qui veut dire Fast Fourier Transform, c'est-à-dire transformée de Fourier rapide. Sélectionnez le canal à analyser spectralement via le bouton du deuxième champ. Vous verrez alors apparaître le module de la transformée de Fourier du signal du canal choisi à l'écran de l'oscilloscope. Ceci implique que les axes ne correspondent plus aux mêmes grandeurs. Par exemple, l'axe horizontal représente maintenant des fréquences mesurées en Hertz, c'est-à-dire ici 100 kHz par division. Les ordonnées représentent toujours l'amplitude d'une tension, mais l'échelle de cet axe est ici logarithmique, ce qui est indiqué par le terme dB ou décibels dans la légende. Je vous renvoie ici aux notes de laboratoire pour bien comprendre ce que signifient les décibels. Dans l'exemple ici, l'échelle est de 10 dB par division. Tentons de mesurer l'amplitude d'un pic à l'aide de curseurs vus précédemment. Pour cela, on appuie à nouveau sur Cursor et on choisit le signal source sur lequel placer les curseurs via le bouton du deuxième champ. Une fois la source mat sélectionnée, il faut décider du type de curseur souhaité via le bouton du premier champ. Choisissons le type amplitude. Ensuite, on déplace le curseur par la molette du curseur 1 ou 2 selon le curseur que l'on veut déplacer jusqu'à arriver au sommet du pic. La valeur lue sur le côté est donc 5 dB, ce qui correspond à un écart par rapport à une tension efficace de 1 volt. Attention cependant à ne pas commettre une erreur fréquente qui est de dire que cette valeur est l'écart entre le haut du pic et le bas du spectre affiché. Certains étudiants auront tendance à croire que le bas du spectre correspond à une tension nulle ou une valeur de 0 dB, ce qui est faux. Une tension nulle correspond en réalité à une valeur en dB égale à moins l'infini. Et une valeur de 0 dB correspond à une tension efficace de 1 volt. Je vous renvoie aux détails expliqués dans les notes de laboratoire pour vérifier ces informations. Pour faire des mesures par le biais des curseurs sur l'axe des abscisses, soit l'axe des fréquences, il suffit de sélectionner, via le bouton du premier champ, le type fréquence et déplacer, comme précédemment, les curseurs via les molettes curseur 1 ou curseur 2. Vous savez maintenant comment étudier un signal avec l'oscilloscope et observer l'ensemble des informations nécessaires au laboratoire. Bon amusement!